Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui aurait pu s'intituler « Le bio-GNV face au projet de règlement CO2 européen ». Nous allons parler aujourd'hui des menaces que la récente proposition de la Commission européenne fait peser sur le bio-GNV, un carburant qui est pourtant opérationnel, vraiment décarboné et que beaucoup d'acteurs du transport routier réclament. Au cours de cette heure de webinaire, nous allons nous pencher sur l'impact pour la transition énergétique qu'aurait un bannissement des énergies renouvelables qui utilisent un moteur thermique au niveau du transport lourd. Et nous parlerons aussi, surtout, de la nécessité de se mobiliser pour préserver un mix énergétique qui inclut toutes les solutions efficaces pour se substituer au gazole, le bio-GNV, aux côtés des biocarburants liquides ainsi que de l'électricité et de l'hydrogène. Pour cela, nous avons réuni un panel de 5 acteurs qui représentent pour certains des autorités organisatrices de la mobilité, des AOM, mais aussi des syndicats de transport de voyageurs et de marchandises. Et d'abord, je vais passer la parole à notre président, le président de la FGNV, Erwan Cotard, qui est à mon côté et qui va nous redonner le contexte. Et aussi, Erwan, je crois, nous faire une annonce. Bien, si on peut, bonjour à tous et merci Régis, si on peut passer au slide suivant. Voilà, pour dresser un petit peu enfin avant de dresser le panorama, déjà vous redonner un petit peu le contexte de ce webinaire, rappeler quelques évidences pour les spécialistes du transport. Mais déjà, le transport représente près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France, et c'est finalement le seul secteur dont les émissions carbonées continuent à augmenter depuis une trentaine d'années. Les solutions, elles sont connues, elles ont été citées par Régis. Elles ont surtout été étudiées, évaluées de nombreuses fois par des organismes comme l'ADEME ou des cabinets comme Carbone 4 qui ont comparé les mérites respectifs de différentes solutions que sont le bio-GNV, les carburants liquides bas carbone, l'électricité ou encore l'hydrogène. Mais je pense que vous l'avez tous constaté, la maturité de ces technologies est très différente. Les CAPEX, les capitaux nécessaires pour investir dans ces formes de mobilité sont également très différents. Et finalement, un des messages majeurs que nous souhaitons passer aujourd'hui, c'est que s'il faut faire le pari sur certaines énergies en plein développement, il ne faut pas négliger pour autant les alternatives matures qui existent, comme le bio-GNV. Et on va voir lors de ce webinaire qu'il y a quelques menaces sur cette technologie, sur cette filière, et éviter finalement, devant l'incertitude qui pourrait peser sur les acteurs, un risque de ce qu'on a appelé la cubanisation, autrement dit le vieillissement du parc diesel, avec des acteurs qui finalement feraient le choix de pousser au maximum leur matériel diesel existant, que ce soit dans le transport de personnes ou le transport routier, tout simplement devant les incertitudes et le coût représenté par les alternatives. Alors, si on passe à la slide suivante, peut-être rappeler aussi quelques éléments positifs. Pourquoi nous militons en faveur du bio-GNV? Ben déjà, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, rappelez qu'on est à près de 80% d'émissions en moins par rapport aux solutions diesel classiques en Euro 6. Et que donc, le bio-GNV, et on a tendance un petit peu à l'oublier, c'est la première alternative finalement au diesel pour les bus, les cars et les poids lourds. L'ambition de la part de bio-GNV dans les ventes de GNV, elle est relativement simple, c'est d'arriver à 100% d'ici 2033, donc avant 10 ans. En fait, avant 10 ans, on souhaite arriver à 100% de ventes GNV en bio, avec déjà, et on y reviendra, une progression très forte sur la dernière année où les ventes ont doublé en fait, et la part de bio-GNV ne fait que croître dans les ventes de GNV. Alors pour tout de suite désamorcer une question qui nous est souvent posée, ben oui, bien sûr, les ressources en biométhane sont suffisantes pour réaliser cette ambition. Je pense que vous aurez des témoignages dans le webinaire qui vont vous montrer justement, vous parler de projets très concrets dans les territoires pour répondre à cette ambition. Et puis les externalités positives, elles sont bien connues en termes de souveraineté économique, d'emploi dans les territoires, notamment dans des logiques d'économie circulaire, la gestion des biodéchets et la qualité de l'air.
Parce qu'au-delà du bilan très positif en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il ne faut pas oublier non plus l'impact positif en termes de pollution locale, que ce soit sur des niveaux de bruit moins élevés ou sur la forte réduction des particules fines et des NO2 par rapport aux motorisations diesel. Si on passe à la slide suivante, je peux déjà vous donner quelques éléments presque en primeur du panorama BioGNV. Donc tous les ans, maintenant c'est traditionnel, nous sortons un panorama du BioGNV. Il est disponible depuis ce matin sur le site de la FGNV. Vous aurez évidemment le lien qui sera envoyé à l'ensemble des participants. Bon, j'ai déjà donné le premier chiffre, mais qui est vraiment quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'on est à quasiment un quart, plus d'un quart de bio-GNV dans la part de GNV vendu. Alors, 1 TWh, je ne sais pas si ça vous parlera à tous, mais c'est quand même, ça commence à être un volume conséquent. Et on est sur une ambition de 50%, la moitié des volumes en 2025, qui soit bio. En termes de nombre de véhicules, vous pouvez retenir qu'il y a eu une accélération malgré la crise de 2022 qui a eu un impact sur les prix à la pompe. Et cet impact, c'est important de rappeler aussi, est en train de s'estomper très fortement. On revient à des prix d'avant-crise, ce qui aide à la dynamique. Et donc un parc qui est monté à 19 000 véhicules. Là, actuellement, on est même à plus de 20 000. Et le nombre de stations aussi qui continue à augmenter, puisqu'il faut retenir qu'à peu près chaque semaine, 2 stations, publiques ou privées, continuent à ouvrir en France. Donc un vrai maillage du territoire qui permet en fait d'avoir une densité suffisante pour que tous les acteurs puissent utiliser les solutions GNV. Alors tous ces acteurs, il y a un écosystème très large qui est représenté par exemple par la Tribune, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est sortie il y a temps, de 200 acteurs qui justement ont rappelé l'intérêt de la solution bio-GNV et qui ont souhaité alerter sur quelques-unes des menaces qui pèsent sur la filière. Alors beaucoup de bonnes nouvelles que vous verrez dans ce panorama 2022 du bio-GNV, mais effectivement une menace majeure qui nous a poussé aussi à orienter un petit peu le webinaire pour vous informer. On a essayé de le représenter avec cette idée que voilà, le bio-GNV dans son berceau, il a déjà bien grandi en une dizaine d'années. Il y a des bonnes fées qui se penchent sur son berceau avec un écosystème très favorable et très dynamique, mais il y a une fée un petit peu plus négative, limite sorcière, qui se penche aussi sur son berceau. C'est une proposition de réglementation européenne qu'on va détailler dans le slide suivant, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, déjà, le premier point, et on l'a souligné, c'est une proposition. Donc, on y reviendra, mais il n'y a rien de définitif. Et justement, je pense qu'avec une mobilisation continue des acteurs, nous pouvons encore largement influencer ce processus de décision en cours. Ce qui a été retenu par la Commission européenne, c'est très simple, c'est une approche en fait au pot d'échappement, dite tailpipe approach, et non pas une analyse de cycle de vie, ce qui paraissait quand même plus scientifique et plus objectif. Il en ressort que seule l'électricité et l'hydrogène sont les options en pratique qui seront retenues pour décarboner les transports lourds dans l'Union européenne. Le périmètre, en fait, concernera les véhicules neufs. Les ventes annuelles de chaque fabricant devront respecter un seuil d'émission de CO2, mais qui, encore une fois, en utilisant la méthode finalement du zéro émission au pot d'échappement, ne prend pas en compte les autres solutions technologiquement intéressantes pour diminuer globalement les émissions de gaz à effet de serre. On vous a indiqué là sur le slide en fait le calendrier retenu pour cette proposition. Vous voyez donc les cars et les poids lourds donc thermiques, donc incluant le bio-GNV, ça sera limité à des cas très particuliers après 2040. En pratique, ce sera des usages type pompiers, forces de l'ordre, etc. Ça représentera quelques pourcentages autorisés sur le marché. Donc, évidemment, plus de taille critique pour continuer à sortir des modèles neufs sur les cars et les poids lourds à partir de
2040. Et puis, là, vraiment, un gros point d'alerte, et je pense que les interventions suivantes vont en parler, la fin des bus thermiques neufs à partir de 2030. Donc 2030, c'est demain. Et ça, c'est vraiment pour nous un point d'alerte très immédiat. Merci beaucoup, Erwan. Donc, juste avant de passer la parole à notre prochain intervenant, je voudrais préciser à toutes les personnes qui sont connectées, à tous les participants, comme elles peuvent le voir sur le message qui défile en bas de l'écran, que donc, nos intervenants, nos experts, pourront répondre à vos questions que vous pouvez poser dans le chat. Certaines questions seront prises à la toute fin de ce webinaire autour de 13 heures. Et puis, les questions qui n'auraient pas reçu de réponse pourraient être faire l'objet d'une réponse individuellement, puisque nous avons les mails des uns et des autres ou des personnes qui se sont inscrites. Et puis, merci Erwan d'avoir annoncé la nouvelle consistant à dire que notre panorama du BioGNV est sorti. C'est tout frais, c'est tout chaud, sorti du four, puisqu'il a été mis en ligne ce matin. Donc, tu as rappelé sur le site web de la FGNV. Et là aussi, vous aurez un lien à la fin de cette conférence web qui vous permettra d'accéder à ce document qui vous donnera toutes les informations pour savoir exactement où en est notre énergie et où en est la dynamique de développement du BioGNV. Je me tourne maintenant vers Pierre Véry, qui est vice-président de Grenoble-Alpes Métropole et en charge de 3 sujets qui sont vraiment au cœur de notre webinaire, l'énergie et le climat. Bonjour Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie de décarbonation de votre métropole et en particulier de la place qui tient le BioGNV? Bonjour Régis, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner l'occasion de témoigner en tant que métropole de l'utilisation que nous faisons du BioGNV dans une métropole comme la métropole grenobloise. Alors, vous le savez peut-être, mais la métropole de Grenoble fut la première métropole en France à mettre en œuvre une zone à faible émission pour les véhicules utilitaires légers et les poids lourds. C'était en 2019. Elle sera suivie dès le 1er juillet par le déploiement de la ZFE tout véhicule pour les véhicules critère 5. Alors, si le sujet est sensible dans l'opinion publique, la qualité de l'air que nous respirons ne l'est pas moins dans notre agglomération. Et la ZFE VULPL a permis, depuis maintenant 3 années, une amélioration sensible de la qualité de l'air. En effet, en 2020, 2021 et 2022, la métropole est redescendue en dessous des seuils réglementaires fixés par l'Europe. Or, dans la métropole grenobloise, la circulation des véhicules de transport de marchandises représente 1/4 de l'ensemble des kilomètres parcourus par tous les véhicules, la moitié des émissions des oxydes d'azote, les fameux NOx, et 1/3 des émissions de particules fines et 37% des gaz à effet de serre des transports. Donc l'objectif que s'est fixé la métropole dans le cadre de son plan Air, Énergie, Climat est de réduire d'ici 2026 de près de 3/4 les émissions d'oxyde d'azote et de moitié les émissions de GES liées à ces véhicules. Un autre objectif que s'est fixé la métropole dans son schéma directeur énergie, c'est la production du gaz vert. En effet, le schéma directeur énergie de la métropole comprend 2 volets dans ce domaine, le développement de la méthanisation et l'achat de l'énergie renouvelable. Alors, dans le cadre du développement de la méthanisation, nous avons 2 projets phares. La méthanisation des boues de notre station d'épuration, Aquapol, qui a une capacité d'épuration de 500 000 habitants. Nous produisons annuellement 22 gigawattheures de biométhane et nous allons prochainement méthaniser la part fermenticible des ordures ménagères qui fait l'objet d'une collecte sélective et ce sera donc en place d'ici 2025 avec une production attendue de près de 10 gigawattheures de biométhane. Et puis bien sûr l'achat de l'énergie renouvelable, comme les gisements d'énergie renouvelable sont restreints sur notre territoire, il est important que par sa politique d'achat de l'énergie, la métropole achète des énergies vertes, gaz et électricité, pour encourager la production d'énergie renouvelable en dehors de son territoire. Alors, quelques chiffres sur l'utilisation du gaz, et notamment en ce qui concerne la mobilité, un sujet qui nous intéresse. Concernant les véhicules utilitaires légers et les poids lourds, la métropole dispose de 22 véhicules GNV, de 47 bennes à ordures ménagères. Et puis, concernant la consommation du gaz vert, c'est près de 4,3 MWh en 2022, avec 82% de biogaz. Le syndicat mixte des mobilités de la Grenobloise, le SMAG, n'est pas en reste, puisqu'actuellement 130 bus roulent au gaz
le parc comprendra 180 bus en 2025, après remplacement donc, des bus diesel en cours. Alors, les avantages du gaz, vous les connaissez, vous les avez rappelés, mais c'est la réduction très importante des émissions de polluants locaux, les NOx notamment et les particules, moins de vibrations, donc plus de confort pour les usagers, moins de bruit, intérêt pour les usagers et les riverains, et le biogaz constitue un carburant renouvelable et neutre en émissions de gaz à effet de serre. Alors, la comparaison avec les bus électriques est plus délicate, hein, vous le savez, les véhicules électriques sont encore moins bruyants et rejettent encore moins de polluants. Par contre, l'autonomie actuelle des bus électriques sur batterie n'est pas encore suffisante et nécessite donc un parc plus important. Dernier point et non des moindres, hein, le coût global des bus au gaz est comparable à celui des bus diesel, alors que celui des bus électriques est beaucoup plus important. Donc vous l'avez compris, la métropole croit au GNV. Hein. L'électrique et le GNV, notamment le bio-GNV, sont complémentaires pour une meilleure qualité de l'air. Si on parle de chiffres, hein, le bio-GNV permet de réduire, vous l'avez dit, de 80% les émissions de CO2 par rapport au diesel, jusqu'à 95% des émissions de particules fines et 40 à 64% des émissions d'oxyde d'azote. Alors, la filière est mature, hein, l'autonomie conséquente hein, par rapport à l'électrique. Hein. Un plein sur un poids lourd, c'est 1200 km en GNV, 800 km en GNC. Le bio-GNV s'appuie sur une filière de production de biométhane en pleine expansion, avec 6 projets en Isère hein, pour produire localement un carburant alternatif. Et enfin, de nouveaux gisements locaux demain. Hein. Je l'ai dit, la valorisation des biodéchets imposée par la nouvelle réglementation en 2024 va permettre de produire davantage de gaz vert. Donc c'est un sujet très important hein, pour la métropole et il est impératif d'inclure le bio-GNV dans la transition énergétique de la mobilité professionnelle. Ne pas l'inclure hein, dans le mix énergétique serait une erreur. La filière du gaz naturel véhicule se porte bien et doit encore se développer. Bon, l'hydrogène est aujourd'hui une niche hein, pour le transport lourd, mais cet hydrogène, vous le savez, est produit encore majoritairement, hein, 95% de la production mondiale, à partir de sources d'énergie fossile. On parle de vaporeformage hein, du méthane, et ça consomme donc une énergie considérable pour sa production. Donc je dirais, ne mettons pas tous les œufs dans le même panier. Hein. Le bio-GNV fait vraiment partie du mix énergétique. Il faut convaincre la Commission européenne de revoir sa copie. L'électricité, l'hydrogène seront utilisés d'ici 10-15 ans, mais en attendant, il est impératif pour nous de continuer à utiliser une mobilité bio-GNV parce qu'elle nous permet très largement de décarboner notre mobilité. Donc en conclusion, hein, et puis on aura l'occasion d'y revenir, hein, nous sommes une métropole hein, qui est mobilisée pour la production et l'utilisation du gaz vert, et une mobilisation hein, qui a d'ailleurs valu à la métropole dernièrement d'être lauréat du trophée Territoire engagé gaz vert local et renouvelable, une distinction hein, remise par GRDF en partenariat avec le WWF, le CLER, qui est le réseau pour la transition énergétique, et l'Institut national de l'économie circulaire. On pourra revenir, si vous le souhaitez, pour répondre à des questions. Et j'en ai terminé sur cette première partie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre, pour ces messages très clairs. Et nous avons également avec nous Dominique Ramard, qui va probablement nous permettre d'avoir une vision un petit peu complémentaire, parce que Dominique donc, est président du syndicat d'énergie des Côtes d'Armor et également vice-président, l'un des vice-présidents de la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies. Dominique, donc, votre terroir, votre territoire en Bretagne a recouru depuis un certain nombre d'années de façon convaincue au bio-GNV. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un retour d'expérience, notamment de la mobilité au biogaz, alors en prenant en compte l'ensemble des points de vue finalement, puisqu'il y a tout un écosystème à l'œuvre, que ce soit les collectivités que vous représentez d'une certaine façon, mais également les compagnies de transport, voire les chauffeurs et utilisateurs, nous dire un petit peu quel est le degré de satisfaction finalement par rapport à cette énergie. Et puis, bon, je sais que vous allez aussi nous parler de la dimension territoriale et locale du bio-GNV. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir convié à ce webinaire hein, qui est très important aussi bien pour le syndicat d'énergie des Côtes d'Armor que je préside. Je suis également président de la SEM, Société d'économie Énergie 22, qui est l'investisseur dans nos stations gaz naturel véhicules. Et puis, je représente aussi aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, notre fédération, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR. Et le président Pinta m'a demandé de la représenter parce qu'aujourd'hui, effectivement, la mobilisation doit être collective
vis-à-vis de ce projet de réglementation concernant les émissions de CO2 pour les véhicules lourds. Et notre fédération, nos syndicats se sont mobilisés depuis plusieurs années pour le déploiement de la mobilité en bio-GNV. Donc forcément, il y a des éléments qui nous inquiètent, mais c'est aussi l'occasion pour nous de montrer notre détermination à voir cette mobilité bio-GNV se poursuivre. Alors, nos collectivités sont forcément mobilisées puisque nous sommes nous-mêmes usagers en termes de mobilité décarbonée. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous sommes des autorités organisatrices des réseaux de distribution d'énergie, dont les réseaux de gaz. Il faut savoir qu'elles représentent ces installations presque 25 milliards d'euros de patrimoine des collectivités. Donc, il faut aussi prendre conscience de l'investissement qu'il y a eu ces années passées pour ce réseau de gaz. Et donc, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Et puis concernant aussi la mobilité, donc des collectivités sont directement en première ligne quand elles ont la compétence en termes de mobilité, mais nos syndicats sont intervenus via leur société d'économie mixte pour un déploiement de réseaux de stations. Et donc je vais pouvoir en donner quelques détails concernant notamment la Bretagne. Mais tout d'abord, vous avez bien fait de parler d'écosystème, parce que pour ce qui concerne nos territoires, notamment en Bretagne, on passe de l'Est, de l'Isère jusqu'aux Côtes d'Armor, pour montrer aussi que tous les territoires sont concernés par la question du biogaz et de l'usage du biogaz dans la mobilité. Et je voulais d'abord rappeler la façon dont un département comme le mien, au niveau des Côtes d'Armor, département bien connu pour sa production agricole, aujourd'hui a besoin de se mobiliser pour le déploiement d'installations de production de biogaz. J'ai prévu une petite diapo que vous avez à l'écran qui montre bien qu'aujourd'hui, les collectivités, les agriculteurs sont mobilisés pour la production de ce biogaz local, donc pour sortir des énergies fossiles. Nous pouvons relocaliser la production de notre énergie et notamment par la production de biogaz. On a aujourd'hui en Côte d'Armor, je vais prendre l'exemple du syndicat de traitement des déchets qui est situé sur la région de Lannion et de Guingamp. On a aujourd'hui un syndicat qui est prêt à se mobiliser pour aller collecter les biodéchets, notamment des gros producteurs, pour répondre à la réglementation qui s'appliquera à partir du 1er janvier prochain. Et donc ces biodéchets vont pouvoir être déconditionnés, hygiénisés, injectés dans un méthaniseur et rejoindre un mélange d'éléments méthanisables, que ce soit des cultures dédiées, des cultures à vocation énergétique ou des effluents, et ainsi produire du biogaz local. Le projet qu'on a avec le SMITRET, qui est ce syndicat de traitement, c'est de pouvoir produire à peu près 150 à 200 normomètres cubes heure de biogaz. Et donc ce biogaz ensuite pourrait être injecté dans les réseaux, donc des réseaux dont nous sommes propriétaires, et on pourrait aller vers du 100% gaz vert en 2050, comme nous y invitent aussi les engagements notamment nationaux. Donc, en Bretagne, avec le pacte biogazier breton, on a prévu d'atteindre 10% de biogaz dans nos réseaux dès 2025. Je pense qu'on y sera largement. En Côte d'Armor, nous sommes déjà à pratiquement 7% de biogaz dans les réseaux. Et donc, l'évolution de la consommation de gaz, la substitution aussi de certains usages, nous invite à pouvoir être confiants dans le fait d'aller vers une mobilité gaz qui serait 100% gaz vert à l'horizon peut-être dès 2030 pour ce qui nous concerne. Et donc notre objectif, c'est de vraiment travailler sur cette économie circulaire locale qui nous permet en fait de vraiment démontrer qu'on peut valoriser des ressources de nos territoires, que ce soit les biodéchets, les produits d'origine agricole, les méthaniser, injecter ce biogaz dans le territoire et ensuite acheminer ce gaz vers les stations gaz naturel véhicules ou vers les autres usages du gaz. Bien sûr, notre économie circulaire prévoit aussi d'être vertueuse sur le plan du respect des sols et donc du retour à la terre du digestat issu de la méthanisation. Mais venons-en vraiment au sujet du jour, c'est nos stations gaz naturel véhicules. L'investissement des collectivités a été conséquent ces dernières années. Tout à l'heure, le président de la FGNV rappelait les 305 points d'avitaillement publics qui existent aujourd'hui en France. Pour ce qui concerne la Bretagne, on a créé une société qui s'appelle Bretagne Mobilité GNV avec les 4 sociétés d'économie bretonnes. Et donc, on a ensuite des structures départementales qui portent
ces stations avec un investissement assez conséquent. Il faut compter 1,5 million à 1,8 million par station. Et aujourd'hui, en Bretagne, 11 stations sont ouvertes. On en prévoit donc l'ouverture supplémentaire de 3 stations cette année ou en début 2024. Et ensuite, à terme, on pense qu'on pourrait couvrir le territoire comme vous le voyez à l'écran, avec en gros 27-28 stations concernant les projets qui ont déjà été identifiés par les structures porteuses de ces stations. Donc, il nous faut vraiment aller rapidement vers ce maillage qui permettra aussi de répondre aux attentes des différents utilisateurs. Et on a, nous, considéré que les utilisateurs seraient multiples sur un territoire. Je vais prendre l'exemple de ce qui existe, par exemple, sur le secteur de Saint-Brieuc. Aujourd'hui, les bennes ordures ménagères ou les bus de l'agglomération briochine fonctionnent pour certaines déjà au gaz. Et par exemple, Bédarmor Transport, qui est la société publique locale qui porte la mobilité sur le territoire de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, a déjà prévu l'achat de 3 bus gaz supplémentaires chaque année. Et donc le renouvellement de cette flotte de gaz est déjà inscrit dans les plans pluriannuels d'investissement de nos collectivités. Et sur Dinan Agglomération, là, ce sont des petits bus exploités par le délégataire Transdev qui sont prévus également avec une motorisation gaz. Donc ce qu'il faut bien intégrer aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre, c'est qu'on a un réseau de stations qui est en place, on a des collectivités qui sont mobilisées pour modifier la carburation utilisée pour faire fonctionner les bus et les bennes à ordures ménagères. Et il faut vraiment prendre compte de cette volonté de décarbonation dans lesquelles les collectivités se sont inscrites et qui passe par un mix en termes d'énergie, mais avec une place consacrée au biogaz qui est conséquente, voire majoritaire. Bien sûr, nos stations, elles sont aussi adressées aux transporteurs routiers, aux transporteurs de voyageurs, et on travaille donc également avec un certain nombre d'organisations dont les représentants d'ailleurs prendront la parole après moi. On travaille également directement avec les transporteurs présents sur nos territoires. Et donc, il y a cette volonté commune de vouloir faire en sorte que les cars, les bus, les poids lourds qui circulent sur nos routes fonctionnent avec une énergie produite localement, et également avec un prix de l'énergie qui corresponde à quelque chose qui revienne en termes de valeur sur le territoire. On a aujourd'hui l'occasion, avec la mobilité gaz naturel véhicule, de relocaliser notre mobilité, relocaliser notre production et notre consommation énergétique. Et on peut parler de circuit court de l'énergie grâce à l'usage de cette mobilité via le biogaz naturel véhicule. Donc, nous y sommes aujourd'hui. On peut dire que les acteurs, que ce soit les producteurs de biogaz, que ce soit les gestionnaires d'infrastructures, aussi bien autorités concédantes que concessionnaires, que ce soit du côté des investisseurs dans les stations gaz naturel véhicule et que ce soit du côté des usagers, que ce soit des consommateurs privés ou publics, tout le monde aujourd'hui croit à cet écosystème autour du biogaz naturel véhicule. Mais malheureusement, c'est un peu pour ça que nous sommes mobilisés aujourd'hui à vos côtés et que nous avons au niveau de la fédération un certain nombre à signer la tribune dont il a été question. Nous sommes mobilisés aujourd'hui parce que nous pensons qu'il faut absolument éviter la spécialisation vers la mobilité électrique ou hydrogène. Il faut un mix énergétique, il faut absolument qu'il y ait de la diversité. C'est la diversité qui fait la richesse des solutions, la richesse des réponses et la richesse de la réussite de la transition décarbonée de notre économie. Demain, l'Assemblée générale de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies se réunit et une motion en faveur du biogaz naturel véhicule sera proposée au vote et je n'ai aucun doute sur son adoption. Mais aujourd'hui, par rapport à ce projet de règlement européen concernant le CO2 à l'échappement des véhicules lourds, pour nous, la mobilisation est réelle. Ça fait des années que notre fédération demande à ce que, par exemple, les schémas directeurs concernant les infrastructures de mobilité ne soient pas exclusivement consacrés aux bornes de recharge pour véhicules électriques, mais qu'elles intègrent également les stations gaz naturel véhicules. Et dans mon département des Côtes-d'Armor, nous n'avons pas fait un SDIRV, un schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mais nous avons fait un SMOV, un schéma des mobilités. Et donc, nous avons prévu dès le départ le fait que nos usagers sur les routes costarmoricaines et bretonnes
ils auront besoin à la fois de rouler à l'électrique, rouler à l'hydrogène quand cette technologie sera mature, et encore aujourd'hui, et surtout pour demain, de rouler au gaz naturel véhicule. Donc c'est ça qui nous mobilise aujourd'hui. Nous voulons produire, nous voulons distribuer et nous voulons consommer local. C'est vrai pour l'alimentation, nous voulons que ça soit le cas également pour l'énergie. Et donc avec le biogaz, nous avons l'occasion vraiment de réussir cette transition énergétique avec la décarbonation de la mobilité. Voilà, je vous remercie. Un grand merci Dominique pour ce deuxième très bel exemple d'utilisation du bio-GNV sur un territoire. Après ce que nous a présenté Pierre pour la partie Grenoble. Merci beaucoup, c'est très convaincant et c'est vrai que quand on vous entend, on se demande comment il peut y avoir au niveau politique et en particulier européen de telles réticences ou une conscience si faible en fait de l'intérêt de notre énergie qui non seulement décarbone, non seulement est opérationnel, mais comme le rappelait Erwan tout à l'heure, a beaucoup d'externalités positives, beaucoup d'impacts positifs sur les territoires. Maintenant, je voudrais accueillir donc Ingrid Maréchal, qui est la déléguée générale de la FNTV et qui, à ce titre, donc, représente un très grand nombre d'autocars. Et Ingrid, j'imagine que vous n'allez pas être complètement en désaccord avec ce que Dominique vient de dire concernant le mix énergétique, mais dites-nous quand même ce que votre fédération imagine comme mix pour le transport de voyageurs et la place qu'elle voit pour le bio-GNV, bien sûr. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc la Fédération nationale des transports de voyageurs, c'est donc la fédération qui représente principalement les autocaristes, c'est 1300 entreprises, PME, groupes répartis partout en France, avec 85 000 salariés, 45 000 autocars, avec des activités de la part de nos transporteurs qui sont à 80% conventionnés avec une autorité organisatrice de la mobilité. Il s'agit soit du transport scolaire, soit des lignes régulières régionales. Donc là, on est plutôt sur de la courte distance. Et je parlerai moins peut-être aujourd'hui de tout ce qui est longue distance, donc le tourisme et les cars Macron, les services librement organisés. Voilà pour la FNTV. Donc la majorité de l'activité, elle est déléguée par une collectivité. Et les collectivités, en effet, s'appuient beaucoup depuis quelques années sur les circuits courts dont la personne qui a parlé avant moi a beaucoup parlé, et notamment la production locale de bio-GNV grâce à la méthanisation. Aujourd'hui, les alternatives au diesel dans le parc d'autocars sont assez peu nombreuses. On voit dans la présentation on a près de 98% d'autocars au diesel en 2022, même si la part commence à baisser, c'est encore la quasi-totalité du parc qui est aujourd'hui diesel, avec des motorisations alternatives qui sont le GNV, le bio-GNV, dans une moindre mesure l'électrique. On n'a pas encore accès à une offre hydrogène aujourd'hui pour les autocars. En revanche, on s'appuie déjà beaucoup sur les carburants liquides bas de carbone et la filière du rétrofit, c'est-à-dire la conversion des moteurs des autocars, est en train d'opérer une accélération importante en ce moment, notamment avec la première homologation des conversions de moteurs gazole en moteurs électriques. Donc, on a un mix énergétique qui est très important pour nos différentes activités, puisque selon les usages, on va avoir besoin de plus ou moins d'autonomie. On a vu jusqu'à présent que la filière gaz est celle qui s'est développée en premier dans les alternatives au diesel dans notre secteur des autocars. D'une part parce que le coût total de possession est assez proche du diesel, même s'il est un peu plus élevé. Les conditions d'exploitation se rapprochent du diesel, même s'il y a quelques changements. En tout cas, c'est la motorisation alternative qui est la plus proche de nos usages actuels et des conditions d'exploitation actuelles et des coûts actuels de l'environnement diesel.
C'est pour ça qu'on voit depuis à peu près 5 ans une augmentation assez importante des immatriculations d'autocars et notamment une grosse accélération au cours des 2 dernières années où on est quasiment à 2000 unités aujourd'hui vendues. Donc c'est vraiment une alternative importante et immédiate et mature pour l'autocar aujourd'hui qui est constituée par le bio-GNV qui, on va le voir dans la slide suivante, commence à être en perte de vitesse parce que on a dû faire face, comme les autres filières, à une hausse des coûts du bio-GNV et puis à tous les projets de réglementation européenne. Je pense au règlement dont il est question aujourd'hui sur les standards d'émissions de CO2 pour les poids lourds, mais aussi les projets de nouvelles normes Euro 7 qui sont très inquiétantes pour la filière industrielle et donc pour les transporteurs qui fragilisent la filière GNV. On a aussi une absence de soutien de l'État au GNV, notamment au cours des derniers mois, qui fait qu'il y a une confiance en l'avenir qui s'étiole dans cette énergie alternative. Et puis, donc le projet européen de tout électrique, qui fait que tout miser sur l'électrique aujourd'hui nous paraît assez dangereux, mais aussi assez irréaliste, puisqu'aujourd'hui, on a 0,2% de la flotte d'autocars qui est électrique pour les autocars. Dans le cadre de la feuille de route de décarbonation des véhicules lourds, la FNTV a présidé le groupe de travail sur le transport routier de voyageurs, où on a dû se baser sur les projections de trajectoire de la stratégie nationale bas carbone et avec des projections qui s'élevaient en 2025 à 80% d'immatriculation diesel, 10% d'immatriculation de cars électriques, 10% de GNV. Les immatriculations d'autocars aujourd'hui, ça représente à peu près 5000 véhicules par an. Et on voit dès 2022 l'objectif d'immatriculation de cars électriques seront sans doute difficiles à atteindre. Et on voit qu'on a déjà dépassé en 2022 les projections GNV qui étaient prévues pour 2025. Donc on a des corrections qu'on a demandé à l'État sur ces projections-là. De même, à partir de 2040, on voit que la faiblesse qui est prévue dans la stratégie des immatriculations diesel à 2,5% des immatriculations ne nous paraît pas tellement réaliste, d'autant que les constructeurs nous ont prévenu qu'en deçà de 5 à 10% de parts de marché par an, ils arrêtaient totalement la production. On sait pourtant que même à long terme, on va continuer à avoir besoin de moteurs qui nous permettront de faire de la longue distance, y compris dans des pays où les bornes de recharge ou les stations d'avitaillement au gaz seront moins développées. Donc voilà pourquoi la FNTV défend beaucoup le soutien à la filière GNV et bio-GNV aujourd'hui, parce qu'on a des entreprises qui ont massivement investi dans cette technologie, qui souhaitent continuer à le faire et à pérenniser les investissements le plus longtemps possible dans cette filière en attendant la maturité de la filière. On vous entend subitement moins bien, mais je pense du que transport. Vous m'entendez? La connexion est un peu hachée, là, mais l'essentiel de votre message me semble très clair. Oui, vous pouvez peut-être en une phrase nous redire votre conclusion donc, sur la nécessité de conserver les solutions alternatives au gazole qui soient opérationnelles, en particulier le GNV, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, l'offre industrielle aujourd'hui en autocar électrique est insuffisante. Elle est uniquement en provenance d'Asie et de Chine, avec 2 marques uniquement. C'est pour ça qu'on a seulement 69 autocars immatriculés à l'électrique. On voit que malgré les aides du gouvernement aux véhicules électriques,
ces immatriculations électriques n'ont pas décollé. En revanche, on a toujours un soutien fort au bio-GNV. On a une inquiétude forte des nouvelles réglementations qui vont contraindre les constructeurs à abandonner peut-être la filière gaz pour aller vers le tout électrique. Nous, ce qu'on dénonce aujourd'hui dans le projet de règlement sur les standards d'émission, c'est le fait que ce ne soit pas une réflexion en analyse complète du cycle de vie, mais seulement des émissions à l'échappement qui disqualifient complètement tous les biocarburants, que ce soit le bio-GNV, mais aussi les carburants liquides bas carbone qu'on utilise massivement dans notre profession. Et puis les objectifs difficiles à atteindre pour les autocars en 2040 avec un objectif de 90% de zéro émission, mais un impact très fort du 100% émission pour les bus dès 2030 qui va impacter toute la chaîne des véhicules lourds, y compris les autocars. Et donc une inquiétude très forte sur l'adoption éventuelle prochaine de cette nouvelle norme Euro 7 qui va également mettre à mal les possibilités d'investissement par les constructeurs dans des offres alternatives matures à courte échéance pour notre secteur. Il n'y a pas réellement de solution, si je vous entends, Ingrid, en ce sens que les transporteurs ne sont pas en mesure, du jour au lendemain, de basculer leur flotte complètement vers des solutions électriques, ou en tout cas à zéro émission, dites au pot d'échappement, qui ne sont d'ailleurs pas représentatives de l'impact climatique réel des motorisations. Donc, il y a la nécessité de préserver une place pour les carburants bas carbone qui utilisent encore des moteurs thermiques, en particulier le bio-GNV, mais également les biocarburants liquides. Tout à fait, c'est bien ça. Et ce que je vous disais au départ, le fait qu'on fasse beaucoup de transport public, majoritairement du transport public, on s'appuie donc sur des marchés publics qui ont des durées longues, qui nécessitent qu'on puisse avoir une visibilité, une pérennité des investissements, et puis une volonté aussi des collectivités de promouvoir la méthanisation et le circuit court, qui vont un peu à l'encontre des législations nationales et européennes. Oui, un grand merci. Les circuits courts dont nous parlait Dominique précédemment. Et je vais maintenant me tourner vers mon voisin de gauche, Jean-Marc Rivera, qui est délégué général de l'OTRE, représentant donc de la filière transport de marchandises. Et donc, Ingrid nous disait qu'elle avait été co-rapporteur, enfin vraiment au cœur du processus de la feuille de route décarbonation pour le transport de véhicules. Toi, Jean-Marc, tu l'as été pour la partie transport de marchandises. Oui, tout à fait. Donc, l'OTRE est une fédération qui regroupe principalement des PME du transport routier et majoritairement des entreprises du secteur marchandises, même si nous avons également des entreprises autocaristes, et c'est la raison pour laquelle nous avons également participé à ce groupe de travail voyageurs. Je ne reviendrai pas sur la partie voyageurs et j'appuierai simplement à 100% les propos d'Ingrid et ce constat partagé, mais rappeler peut-être également un point important sur pourquoi ces travaux de la feuille de route, parce qu'il y avait un constat qui a été fait par les entreprises du transport qui réclamaient depuis quasiment 2018 ce qu'on appelait à l'époque un contrat de transition énergétique, parce qu'on voyait bien qu'on n'avait pas de ligne directrice qui était relativement claire pour nos entreprises, qui comprenaient qu'elles allaient devoir à un moment donné réfléchir à la transition énergétique, mais elles n'en avaient pas absolument aucune lisibilité, aucune planification réaliste. Et donc, on a appelé à un moment donné à ce que l'ensemble des acteurs qui contribuent à cette réflexion, et principalement vous, les énergéticiens, qui allez fournir toutes les énergies nécessaires autres que notre diesel actuel, mais également les constructeurs, les représentants de l'État, pour avoir une réflexion commune et partagée pour créer une vision qui soit effectivement réaliste. Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque, nous disions et nous comprenions et nous affirmions que il n'y aurait pas de transition énergétique pour les véhicules lourds sans mixte énergétique. On l'affirmait déjà depuis 2018 et on voyait bien que personne ne semblait vraiment en écho de cette question-là, parce que déjà la vision européenne tendait vers une vision très électrique, pour ne pas dire tout électrique, comme vous l'avez rappelé, tout simplement parce qu'on identifie bien la mesure à la sortie du pot d'échappement et pas sur un cycle de vie. Que tout ceci nous amenait effectivement à mettre le mix énergétique dans une situation qui était délicate. Donc on est parti sur la même base de travaux
que le secteur voyageur, donc à travers les projections de la SNBC 3. Donc, et à partir de cette projection, je pense qu'on doit avoir la slide qui reprend la partie purement marchandise. Nous nous sommes posé une question relativement simple. Nous avons fait une projection à travers ce qu'on a appelé une matrice. Cette matrice a pris énergie par énergie des hypothèses de cette SNBC, a fait des projections sur ce que cela signifie en termes de volume de nouvelles immatriculations, étant rappelé qu'il y a environ 50 000 poids lourds qui sont immatriculés par an en France. Donc, ce que ça allait représenter, ces hypothèses allaient représenter en termes de nouvelles immatriculations, mais également en termes d'évolution du parc, ce que ça a impliqué pour les énergéticiens en matière de production de l'énergie et des conditions de la distribution, et puis également deux exercices plus compliqués, ce que ça représentait en gain énergétique, mais ce que ça représentait également en matière de coût d'investissement et de surcoût d'investissement. Alors, une fois qu'on a fait ces travaux, on est parti sur des conclusions qui sont relativement simples. Alors, je vais commencer par les autres énergies pour terminer pour la partie bio-GNV. Partie électrique notamment, le constat qui a été fait, c'est d'une part des constructeurs qui sont principalement concentrés sur ces énergies-là et qui nous disent que ces objectifs-là de capacité de production sont largement atteignables, voire même qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin en termes de production de véhicules électriques répondant à l'ensemble des usages. Une filière énergie électrique qui affirme que être en totale capacité de production de l'énergie suffisante pour faire circuler les véhicules lourds, rappelant d'ailleurs qu'elle considère qu'en 2050, 5% de la part de production de l'énergie seront consacrés à pouvoir faire circuler les véhicules lourds en respectant les objectifs SNBC. Mais en revanche, un constat qui est implacable, il n'y a pour les véhicules lourds absolument aucune programmation et projection d'un quelconque réseau de distribution adapté pour les véhicules lourds. Qu'il s'agisse sur la courte distance, ce qu'on appelle pour la plupart du temps la mise en œuvre de recharge en dépôt, donc ou chez le transporteur ou chez le client, et encore moins sur la longue distance pour nous permettre effectivement d'avoir de la recharge en itinérance. Il n'existe à ce stade absolument aucun plan de programmation pour la mobilité électrique lourde. Ce qui veut donc dire qu'il y a un total décalage entre les projections des constructeurs et la possibilité de faire circuler nos véhicules. Tout ça pour dire que nous considérons que la trajectoire aujourd'hui électrique qui nous est programmée dans cette SNBC est beaucoup trop ambitieuse et qu'elle ne sera pas atteignable. Je vais passer assez rapidement sur la partie hydrogène et la partie carburant liquide bas carbone. La partie hydrogène est un secteur, on voit bien, qui n'est vraiment pas mature. Et donc, on devra parler dans des projections qui sont de temps qui sont déjà beaucoup plus éloignées. Et on voit bien déjà à travers même l'actuelle projection SNBC qu'on commence à parler de l'hydrogène à compter de 2035. Nous pensons même qu'on sera au-delà des échéances de 2040. Concernant les énergies bas carbone, ce sont déjà des énergies que nous utilisons. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout à fait adaptés actuellement aux véhicules qui circulent. Nous sommes dans des cas d'usage qui sont relativement proches. Mais il y a deux difficultés majeures pour cette filière. C'est à la fois également le réseau de distribution, qui est un réseau de distribution privatif à la cuve, qui n'est pas accessible en station-service et à la pompe. Et puis d'autre part, très clairement, ce qu'on appelle, nous, les conflits d'usage, c'est en matière de production de cette énergie, à qui elle doit être destinée. Est-ce qu'il y a une part qui sera destinée à la route ou est-ce qu'il y a une part prépondérante qui sera destinée à d'autres moyens de transport, et je pense notamment à l'aérien? C'est tout le combat qu'aura cette filière pour quand même maintenir une énergie, enfin ce type de carburant sur nos véhicules. Et on en arrive effectivement à la filière maintenant gaz. Très clairement, aujourd'hui, la filière gaz, c'est la filière qui est la plus en place dans le monde du poids lourd. Il y a environ 10 000 aujourd'hui poids lourds qui circulent déjà en énergie gaz. Vous avez évoqué, Président, la situation des points de développement avec les 305 réseaux. On était à un petit peu moins de 281, je crois, en 2022, avec un véritable plan de développement de ces stations
là, il y a une programmation, une projection, on a une lisibilité, on nous annonce ces fameuses 120 stations par an, un objectif de 2397, si le chiffre est exact, à échéance de 2040. Donc, on voit effectivement une filière qui est en place pour produire et surtout distribuer l'énergie. Sans distribution d'énergie, le véhicule ne circule pas, on ne les achètera pas. Néanmoins, il y a pour les transporteurs une difficulté qui va se présenter à eux. Au-delà de véhicules qui sont tout à fait adaptés à leur usage parce qu'on est dans des autonomies relativement proches, donc nos cas d'usage sont aujourd'hui quasiment similaires à ce qu'on a l'habitude de faire avec un diesel, mais très clairement la faiblesse pour la filière, c'est la situation de nos constructeurs qui massivement aujourd'hui s'inscrivent, et ça a été rappelé par plusieurs acteurs, dans la production de véhicules électriques, et deux aujourd'hui restent encore assez bien inscrits sur une vision gaz, cité, parce qu'ils ont au moins, et ils ont énormément défendu la filière à l'occasion de ces travaux, c'est Iveco et Scania qui restent effectivement avec des capacités de production et qui nous disent très clairement être toujours en capacité de croire et donc de produire davantage si il y avait besoin d'aller vers le gaz. Donc, nos travaux démontrent très clairement que sans le mix énergétique, les objectifs, même des objectifs actuels de la SNBC, ne seront absolument pas atteints. Il nous faut absolument le mix énergétique. Et pour répondre à ta question, Régis, du départ, le premier point sur lequel nous allons devoir travailler, c'est bien au niveau européen, pour ramener cette notion du mix énergétique et cette nécessité d'aller vers toutes les énergies et de sortir du tout électrique. C'est un enjeu majeur et important et prioritaire que nous allons devoir mener. Mais nous allons également avoir mené des travaux chez nous. On voit bien que l'ensemble des personnes et des acteurs sont convaincus. On a les exemples de Grenoble, on a l'exemple de la région Bretagne. On voit bien que les acteurs, même publics, croient effectivement à cette énergie. Les transporteurs y croient également. Reste à construire maintenant notre feuille de route. Parce que nos travaux ne sont en rien une feuille de route. Ce sont vraiment des travaux partagés qui ont mis en place des travaux préalables à la feuille de route. Les enjeux arrivent maintenant. Je rappelle qu'il a été mis en place directement rattaché à la Première ministre, un secrétariat général à la planification écologique. Son secrétaire général Antoine Peillon aujourd'hui nous a d'ailleurs présenté le début des réflexions et nous sommes à l'annonce d'une planification de la transition énergétique et dans un avenir relativement proche d'une révision de la SNBC. C'est fondamental. Mais attention à ce que les travaux que nous avons faits ensemble soient vraiment pris en compte dans ces révisions, dans cette planification et cette révision, et que l'on ne retourne pas dans les erreurs précédentes. Je prendrai simplement un exemple. À l'occasion du dernier atelier du Conseil national de la refondation sur la partie transition énergétique des véhicules lourds, est ressorti un chiffre de 80%, de 80 000 véhicules poids lourds électriques en 2030 et un doublement de la capacité de production des véhicules lourds électriques. Ça, ce sont des projections, des hypothèses de production des constructeurs. On ne construira pas la transition énergétique sur la seule vision des constructeurs. C'est absolument fondamental de le comprendre. Voilà, Régis, sur la partie vraiment marchandise. Écoute, un grand merci Jean-Marc, c'était vigoureux et ça nous a donné vraiment une vision nationale de notre sujet. Alors, je me permettrai une toute petite précision au sujet de la FGNV. La FGNV regroupe des énergéticiens, bien sûr, mais l'ensemble des acteurs de l'écosystème du GNV, bio-GNV, des méthaniseurs, avec l'AMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, mais également les constructeurs, les collectivités locales, les transporteurs et les compagnies de transport public, notamment. Donc, on accueille tout le monde, l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur nature, si on peut dire. Mais le temps est passé assez vite. Si on veut garder quelques minutes pour les questions, Erwan, peut-être pourrais-tu dire maintenant un mot de conclusion? Oui, si on passe au dernier slide, voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a cette proposition qui est une véritable menace sur la filière, vous l'aurez bien compris, mais qu'en fait, rien n'est joué. On vous redonne un petit peu j'essaye à travers les slides que vous aurez, de vous expliquer un peu les arcanes du processus de décision européen. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le moment,
rien n'est joué et que, au contraire, c'est le moment de la mobilisation très forte. Alors, sur d'autres sujets européens aussi, hein, on a parlé de recettes, voilà, il y a tout un ensemble de sujets au niveau européen et français qui méritent une mobilisation particulière de la filière. Et celui-là est vraiment à mettre en avant, est vraiment clé, en passant le message très simplement, comme l'ensemble des intervenants, que la décarbonation du transport lourd nécessite un mix énergétique. Il faut prendre en compte le bio-GNV et les biocarburants plus largement, aux côtés de l'électricité et de l'hydrogène, qui sont certes des technologies prometteuses, mais qui sont encore loin d'être matures et en masse sur le marché. Et il faut donc permettre, notamment à court terme, de continuer à immatriculer des bus bio-GNV après 2030, aux côtés donc des bus élec et hydrogène. Je crois qu'on détaille un petit peu plus sur la slide suivante les messages finalement qu'on voulait vous redonner. Je pense que là, c'est apparu clairement à travers les interventions à la fois des utilisateurs, des collectivités locales qui sont en amont. C'est que le bio-GNV a de multiples atouts qui malheureusement ne sont pas encore suffisamment connus ou reconnus au niveau notamment français, au niveau de l'administration française. C'est opérationnel, comme l'a dit Régis. Les modèles fonctionnent, sont sur la route. C'est une technologie, comme on dit, qui est sur étagère. Là, on n'est pas dans les prototypes ou dans le développement. On est clairement sur du bas carbone. De multiples études le prouvent. On n'a plus besoin de faire des études. Maintenant, il faut juste que le message arrive à passer au niveau des décideurs. C'est une énergie qui est nationale, on l'a vu, produite dans les territoires, avec des emplois dans les territoires, donc propice à l'économie locale et circulaire. Tout cela milite pour un traitement fiscal équitable. Alors, ce serait encore un autre débat, notamment sur la tire verte qu'on pourrait avoir dans un prochain webinaire. Mais on a besoin d'un traitement fiscal équitable au niveau français et au niveau européen. Il faut garder une taille critique pour la filière, on l'a bien compris. Les constructeurs, fort logiquement, s'ils ne voient pas d'avenir, s'ils n'ont pas de visibilité, ils arrêteront de faire des modèles et l'ensemble de la filière disparaîtra à terme. Donc là, il faut absolument continuer la dynamique actuelle et maintenir en fait des niveaux de commande suffisants et les augmenter pour répondre aux défis de la décarbonation du transport. Et clairement, vraiment, c'est le moment où on assiste. On a failli vous mettre la fameuse image de l'oncle Sam qui demande à se mobiliser, mais c'est vraiment l'idée. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Le calendrier, on vous l'a indiqué, le timing est bon pour que l'ensemble de la filière, représentée par les 200 signataires de la tribune, mais bien au-delà, se mobilise et fasse passer le message auprès des élus nationaux, des élus européens et de tous les relais possibles pour influer sur le processus de décision. Et le mot final, c'est vraiment qu'on compte sur vous pour être nos ambassadeurs finalement et passer ces messages aux bonnes personnes. Merci beaucoup Erwan. Il est 12h58, donc on a le temps d'essayer de répondre à quelques questions. Alors une première question, mais justement pour toi, quelle est la position des autres pays européens dans lesquels le GNV est peut-être encore plus développé qu'en France, y compris pour les véhicules légers, et la personne cite les cas de l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et les pays scandinaves. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'il y a déjà une mobilisation au niveau européen. Il faut l'augmenter, la continuer, mais la FGNV a un équivalent au niveau européen qui s'appelle NGVA, maintenant G-Mobility, qui regroupe pareil un écosystème très large avec des constructeurs, des énergéticiens, des collectivités, etc. Donc il y a déjà une mobilisation assez forte. Il y a une mobilisation aussi des acteurs particulièrement du biogaz ou du gaz dans son ensemble. Et en fait, effectivement, il y a certains États membres qui sont un peu réticents sur la proposition, mais l'État membre qui est le plus en pointe sur le sujet, et ça a été redit justement lors de l'Assemblée générale à Rome de l'Association européenne tout récemment, c'est l'Italie. L'Italie est l'État qui finalement va le plus voir la Commission avec des contre-propositions, essaye de mobiliser le plus possible les autres acteurs au niveau du Conseil. Et c'est vraiment, je crois qu'il y a plus de 400 000 véhicules qui fonctionnent au GNV en Italie. Enfin, donc on est au-delà du transport lourd aussi sur les véhicules légers. Il y a une filière extrêmement bien implantée
Et l'État italien l'a bien en tête et a vraiment identifié le bio-GNV comme un facteur majeur de décarbonation de son secteur du transport. Et ce que disait le représentant italien lors de l'AG, c'est qu'il se sentait un petit peu seul. Donc voilà, il faut qu'on pousse notamment l'État français à faire des contre-propositions aux côtés en particulier des Italiens pour influencer la Commission. Erwan, tu parlais de G-Mobility, donc l'association équivalente de la FGNV au niveau européen. Et justement, une personne demande quelles sont les stratégies d'influence déployées auprès des institutions européennes pour défendre le biogaz. Et la personne précise, la proposition de règlement ayant été publiée, elle n'est plus entre les mains de la Commission, mais actuellement discutée en interne au Parlement et au Conseil européen. Donc tu as donné évidemment le conseil à nos partenaires de se mobiliser auprès des eurodéputés. Oui, ça commence effectivement par une mobilisation auprès des eurodéputés de chaque État. Donc pour ce qui nous concerne, évidemment, tous les eurodéputés français qui peuvent influer sur le processus. Je le rappelle de nouveau, en fait, chaque État membre, chaque administration des États membres, il faut aller les voir, essayer de les convaincre que c'est une solution donc de décarbonation disponible à court terme dont on serait en train de se priver au profit, comme ça a été rappelé, de solutions qui sont quand même beaucoup plus hypothétiques. Donc il y a tout ce travail auprès des administrations centrales, auprès des parlementaires européens. Et puis je crois que si on mobilise l'ensemble des acteurs, par exemple les collectivités locales sont représentées à Bruxelles et ont une certaine influence, je pense qu'en multipliant les canaux pour passer des messages auprès de ces décideurs, on peut arriver à modifier le cours de cette décision. Et puis au-delà des rencontres directes avec les décideurs, il y a tout un ensemble, il y a des campagnes d'information qui sont faites par les associations dans les différents États, l'association française, italienne, allemande, belge, etc. Et puis également par l'association européenne qui reprend, comme ça a été fait longtemps par la FGNV, des témoignages, des success stories qui viennent du terrain et qui montrent que c'est une solution qui fonctionne, en particulier avec le biogaz. Donc voilà, il y a toute une stratégie d'influence pour essayer de faire connaître un peu mieux les avantages de la solution. Et encore une fois, cette mobilisation, elle doit se poursuivre, elle doit s'amplifier et s'élargir à l'ensemble des acteurs qui peut-être jusqu'à présent n'étaient pas suffisamment sensibilisés sur cette piste. Merci Erwan. Donc il est un peu plus de 13 heures. Je pense que nous pouvons conclure notre webinaire, sachant que d'autres questions recevront leurs réponses directement ultérieurement. Surtout, merci à tous d'avoir suivi cet événement. Vous recevrez par mail à la fois un lien pour le revoir en replay et puis un lien pour accéder au panorama du bio-GNV 2022, dont Erwan vous a annoncé la sortie toute récente. Et donc, du côté de la FGNV, on est bien convaincus, comme vous tous, que cette énergie n'a pas dit son dernier mot, qu'elle a beaucoup trop de qualité pour ça. Et donc, notre association, avec ses 115 adhérents et avec tous les partenaires au-delà, on l'a vu, qui nous ont rejoints pour signer la tribune récemment, compte se mobiliser plus que jamais pour défendre le GNV. Encore un grand merci à tous nos intervenants pour la clarté de leurs interventions et pour toute la conviction, la force de conviction qui les anime. Merci, bonne journée.